Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir l'aspect morphologique ainsi que le profil immunohistochimique du lymphome lymphoblastique B. Alors à partir du nom lymphome lymphoblastique B, on pourra savoir que c'est une prolifération qui est faite aux dépens de cellules immatures. C'est pour ça qu'on les appelle des lymphoblastes. On a utilisé également la lettre B pour montrer que c'est des lymphoblastes, des cellules qui sont toujours immatures, mais qui se sont déjà engagés dans la voie de différenciation et de formation de lymphocytes de type B. Il faut savoir que c'est un lymphome qui a un profil épidémiologique particulier. Notamment, il est important de mentionner que la médiane d'âge lors de l'atteinte par ce lymphome, elle est dans les environs de 20 ans et que 60% des cas approximativement sont âgés de moins de 20 ans. Il est également important de différencier entre deux entités, le lymphome lymphoblastique B, qu'on va discuter au cours de cette vidéo, et la leucémie lymphoïde aiguë B. Dans le premier, ça veut dire dans le cas du lymphome, on aura une lésion qui est augmentée de taille, soit sous forme d'adénopathie ou bien une masse au niveau d'une localisation ailleurs, ça veut dire en dehors des ganglions. Notamment pour ce lymphome, il y a fréquemment une atteinte de la peau, des parties molles ainsi que de l'os. La deuxième entité, qui est la leucémie, elle est caractérisée plutôt par une atteinte du sang périphérique, ça veut dire une fuite des cellules lymphomateuses, des cellules tumorales au niveau du sang périphérique, avec également une atteinte de la moelle, ça veut dire une atteinte médulaire. Donc dans cette vidéo, on va voir l'aspect morphologique de ce lymphome, le lymphome lymphoblastique B. Alors, au cours de cette vidéo, on va observer trois cas. Le premier qui est celui-là, c'est un prélèvement ganglionnaire. C'était un cas d'un enfant de 8 ans chez qui on avait découvert un élargissement médiastinal, une masse médiastinale qui était en fait des adénopathies, des adénomégalies de siège médiastinal. Donc on a fait la médiastinoscopie, on a prélevé nos ganglions, on a fait l'étape de la technique, la coloration à cheveux bien sûr, et on est en train d'observer le résultat sur cette lame virtuelle. On a 4 fragments qu'on peut observer ici, et puis on voit très bien au faible grossissement qu'on n'a rien qui peut rappeler un ganglion normal. Ceci est secondaire à un effacement total de l'architecture du ganglion, ce qui est le cas dans la majorité des cas de lymphome lymphoblastique B. Il est important de mentionner également que les ganglions y sont moins atteints, moins fréquemment atteints par rapport aux sites extraganglionnaires. Et ces sites extraganglionnaires qui sont fréquemment atteints lors du lymphome lymphoblastique B sont la peau, les tissus mous ainsi que l'os. Alors on va commencer par certains fragments, notamment par celui qui est en bas, afin de voir une région qui montre des cellules tumorales qui sont un peu préservées. Parce que comme on le sait, les cellules qui vont proliférer, c'est des cellules à haut rapport nucléocytoplasmique, et donc le cytoplasme, il va être peu représenté au niveau de ces cellules, ce qui va leur donner un caractère de fragilité, et donc une prédisposition à un écrasement. Alors au niveau de ce foyer, on voit des cellules qui sont un peu mieux conservées par rapport à d'autres foyers. On voit également que c'est un infiltrat qui se fait selon une architecture qui est dite diffuse, à l'inverse bien sûr de l'architecture nodulaire. On n'a pas de formation de nodules, et quand on passe à un plus fort grossissement, on va voir que la prolifération, elle est faite de cellules, bien sûr lymphoblastiques, parce qu'on parle de lymphome lymphoblastique B, c'est des lymphoblastes qui sont de petite taille. C'est des lymphocytes qui vont présenter un haut rapport nucléocytoplasmique, et comme vous le voyez déjà, les cellules sont principalement représentées par leur noyau, avec une quantité qui est assez minime et peu représentée du cytoplasme tout autour. Les noyaux, ils ont un caractère assez fin de la chromatine, c'est une chromatine qui est d'allure blastique, et puis on ne voit pas de nucléoles qui sont proéminents sur les différentes cellules, sur les différents noyaux. On voit également une fréquence importante des figures mitotiques, comme par exemple à ce niveau, et ils sont assez faciles à identifier. On voit également des corps apoptotiques, notamment par exemple ici où on voit une fragmentation du noyau des cellules tumorales en plusieurs fragments qui sont hyperchromatiques. C'est ce qu'on appelle le phénomène de kariorexie. Et donc une infiltration qui est diffuse, faite de cellules de petite taille. Il faut savoir que cette taille, cette petite taille, n'est pas toujours présente dans les cas de lymphome lymphoblastique. Il y a une deuxième possibilité, c'est d'avoir des cellules qui sont de taille moyenne. Alors j'aimerais vous montrer d'autres régions, notamment ici par exemple, et surtout en périphérie de ce fragment. Là on voit ce phénomène d'écrasement. Vous voyez un aspect déjà hyperchromatique au faible grossissement. Et lorsqu'on passe à un plus fort grossissement, on voit très bien un étalement et un aspect foncé du matériel
de la chromatine, ça veut dire du matériel nucléaire. Ils sont étalés à cause de l'écrasement et comme on l'a déjà dit, c'est secondaire au caractère fragile de ces cellules et ceci va être secondaire bien sûr au prélèvement lui-même ou bien au cours de la technique lorsqu'on va réaliser des coupes au microtome. Ça va engendrer ces aspects d'écrasement. Alors je passe maintenant à un autre foyer pour vous montrer au faible grossissement ce qui pourrait paraître comme un aspect d'enroulement, mais en fait ça reflète un pattern, une architecture qui est particulière qu'on pourra observer dans les cas de lymphome lymphoblastique de type B. C'est en fait l'architecture en file indienne. Regardez par exemple ici, là ou bien là, on a un alignement des cellules qui sont disposées l'une à côté de l'autre selon un sens qui est linéaire. Alors normalement quand on pense à ce pattern, à cette architecture de file indienne, on pense directement au carcinome lobulaire du sein, mais rappelez-vous que c'est un aspect qu'on pourra observer également dans ce cas de lymphome lymphoblastique de type B. Et il y a également une autre architecture, un autre pattern qui pourra être observé dans le cas de lymphome lymphoblastique B et qui pourra prêter confusion avec un autre lymphome, notamment le lymphome de Burkitt. Regardez ce foyer, on est toujours sur le même cas, sur cette même entité de lymphome lymphoblastique B, mais on voit très bien que sur ce champ, on a un aspect de ciel étoilé avec les deux teintes, une teinte qui est foncée en violet, voilà, ça représente en fait le ciel pendant la nuit, et puis on voit également une deuxième teinte qui est la teinte claire qui représente en quelque sorte des étoiles. Et on doit vérifier bien sûr la nature de cette teinte qui est claire, et en passant au fort grossissement, on va voir que ces teintes claires, ça représente en fait le cytoplasme des cellules histiocytaires. Regardez par exemple ici la jolie grande cellule histiocytaire macrophagique avec son noyau qui est à ce niveau, un petit nucléole au niveau de son noyau, et puis on voit également les noyaux des cellules tumorales qui sont en train d'être phagocytées par cette cellule histiocytaire. Tout autour, on a les cellules avec ce même caractère, fin de la chromatine au niveau des différents noyaux. On voit également un aspect un peu granulaire, mais finement granulaire, et ceci va être appelé tout simplement un aspect poussiéreux de la chromatine. C'est caractéristique des cellules immatures, des cellules blastiques. On voit également au niveau de ce champ la fréquence et la richesse en figures de mitose, par exemple ici. On voit une autre qui est également là, une autre mitose à ce niveau. Ils sont assez fréquents, et ça, c'est généralement une des caractéristiques principales de ce lymphome lymphoblastique B et des lymphomes lymphoblastiques en général. Alors on passe maintenant à un autre cas. Alors ça, c'est un prélèvement osseux chez un autre malade. Il faut savoir que là, dans ce cas, on avait objectivé une lésion osseuse qui a été objectivée lors de l'examen radiologique. Et la présence d'une infiltration au niveau de notre prélèvement ne va pas être synonyme d'une infiltration médulaire. Parce que comme vous savez déjà, lorsqu'on réalise une BOM, on va la réaliser au niveau de l'épine iliaque. Et la présence de cellules tumorales au niveau de cette fameuse BOM va être le signe d'une infiltration de la moelle osseuse en général, ça veut dire quel que soit son siège. Alors ici, ce n'est pas le cas. On parle d'une lésion osseuse qui a sa propre localisation, et dans ce cas, chez ce malade, c'était localisé au niveau du fémur. On a fait une biopsie au niveau de la lésion, on a bien sûr fait les différentes étapes de la technique, notamment la coloration HE, et puis on observe notre prélèvement. On voit déjà au faible grossissement la présence des travées osseuses et puis les différents espaces médulaires. Lorsqu'on passe à un plus fort grossissement, on voit deux teintes généralement, une teinte qui est foncée et puis une teinte qui est claire. Alors la teinte foncée représente des foyers d'écrasement, on a expliqué pourquoi, et puis ce qui va nous intéresser, c'est voir les caractéristiques cytologiques sur les foyers qui sont un peu clairs. On voit très bien que c'est une infiltration qui est diffuse, on a également un effacement et une disparition totale des cellules hématopoïétiques et un remplacement total par des cellules tumorales. Ça reste toujours, et comme le premier cas, des cellules qui sont de petite taille, avec une certaine différence qui reste légère concernant les tailles des noyaux si on compare les cellules tumorales entre elles. On voit également des foyers de suffusion hémorragique, et si on observe les cellules qui sont un peu mieux conservées, on voit très bien un caractère qui est assez fin de la chromatine. Alors sur ce cas, on a utilisé certains anticorps. Pour poser le diagnostic de lymphome lymphoblastique B, on doit montrer deux choses. Première chose, c'est l'appartenance des cellules tumorales à la lignée B. Et pour ce cas, on a utilisé l'anticorps anti-PAX5, qui est cette ligne virtuelle réalisée sur le même prélèvement. Et on juge de la positivité concernant cette étude immunohistochimique par un marquage qui est de nature nucléaire. Alors je vais agrandir pour vérifier ceci. Et voilà, c'est effectivement le cas. On a un marquage
une teinte qui est brune sur les noyaux des cellules qui sont en train de proliférer. Donc, il y a une appartenance des cellules qui sont en train de proliférer à la lignée B. Et puis, on doit mettre en évidence également une deuxième chose qui est la nature immature. Ça veut dire la nature lymphoblastique qu'on va démontrer par l'anticorps anti-TDT, qui doit être également positif au niveau des noyaux. C'est exactement ce qu'on a sur cet exemple également, avec un marquage qui est positif, ça veut dire la teinte qui est brune, qui est visualisée au niveau des noyaux des cellules tumorales. Voilà. Un dernier exemple, c'est également au niveau du ganglion. C'est ce qu'on a ici. Et sur cet exemple, on voit une certaine conservation de la capsule de notre ganglion, ce qu'on voit ici en éosinophile, en périphérie. Et puis, à l'intérieur, on a un effacement total de l'architecture. On ne peut pas identifier une zone corticale, une zone paracorticale, ni une zone de la médulaire. J'aimerais mentionner un élément important parce que des fois, on peut observer des ganglions qui sont partiellement infiltrés par cette entité, par ce lymphome lymphoblastique B. Et il faut savoir que l'infiltration, ça commence par la zone paracorticale, avec parfois un respect, bien sûr initialement, des follicules qu'on trouve au niveau de la zone corticale. Alors c'est possible d'observer ce cas. Alors dans ce cas qu'on est en train d'observer ici, on n'a pas une infiltration partielle, mais plutôt une infiltration qui est diffuse et un effacement total de l'architecture du ganglion. Je vous montre cet exemple pour vous montrer la deuxième possibilité concernant l'aspect morphologique des cellules tumorales. Ici, on n'a pas des cellules de petite taille qu'on appelle des lymphoblastes L1, on a plutôt des lymphoblastes L2 qui sont de taille moyenne. Et on va passer un plus fort grossissement pour vérifier ceci, et vous voyez la différence entre des lymphocytes qui pourraient probablement être des lymphocytes réactionnels, ce qu'on a ici, les petits points qui sont hyperchromatiques. À la différence de ceci, on a des cellules qui sont de taille moyenne. C'est les cellules tumorales qui sont disposées en nappe diffuse, un infiltré qui est diffus. Et ces cellules de taille moyenne, L2, présentent souvent des nucléoles qui sont bien visibles, bien sûr à la différence des cellules de petit a qu'on a observées sur les deux premiers exemples. Voilà, comme ça j'arrive à la fin des lames virtuelles, je passe rapidement à une récapitulation. Je vous mets bien sûr en description les liens pour les liens virtuels avec les anticorps qu'on a utilisés bien sûr pour le deuxième cas. Il faut savoir que ce lymphome lymphoblastique B, c'est un néoplasme qui se développe aux dépens de précurseurs lymphoïdes B, et bien sûr il faudra différencier entre la leucémie aiguë lymphoïde de type B et le lymphome lymphoblastique B. Alors dans la leucémie, on doit avoir une atteinte médulaire, ça veut dire la présence de cellules lymphoïdes lymphomateuses au niveau de la moelle osseuse lorsqu'on va réaliser la BOM. Et aussi, lorsqu'on va réaliser un frottis sanguin, on doit trouver des cellules tumorales à ce niveau, ça veut dire qu'il y a une atteinte du sang périphérique. Dans les cas de lymphome, ça veut dire une atteinte, une masse qu'on va objectiver qui est localisée. Dans ce cas, on parle d'une atteinte qui est non leucémique avec bien sûr, ce qui doit être minime ou bien absent, c'est l'atteinte du sang périphérique et l'atteinte médulaire. Pour les deux, il y a le même traitement, quoique il y a des différences sur le plan biologique et moléculaire. Épidémiaux, on a une médiane d'âge lors de l'atteinte qui est de 20 ans, avec 60% des patients qui sont âgés de moins de 20 ans. Le sexe masculin, il prédomine légèrement, avec 68% des cas qui sont atteints, qui sont de sexe masculin. L'atteinte extraganglionnaire, elle est souvent présente, elle est plus fréquente par rapport à l'atteinte ganglionnaire, et ces organes qui vont être atteints, c'est la peau, l'os et les parties molles. À la différence du lymphome lymphoblastique T, l'atteinte médulaire, elle est rare dans les cas de lymphome lymphoblastique B. Les ganglions lymphatiques, comme on l'a déjà dit, sont moins fréquemment atteints. Microscopiquement, sur les sites extraganglionnaires, on aura une infiltration qui est diffuse, extensive, avec l'aspect de file indienne qui est fréquemment observé, parfois associé à une sclérose. Les ganglions, comme on l'a déjà vu sur les deux exemples, le premier et le troisième, on a souvent un affaissement total de l'architecture. Quand on a un effacement partiel, par contre, c'est une localisation paracorticale qui va être observée, avec souvent un respect des follicules, bien sûr lymphoïdes, qu'on trouve au niveau du cortex. L'infiltration de la capsule elle est fréquente, la file indienne on peut l'observer également au niveau du ganglion, et puis on a un aspect en ciel étoilé, comme ce qu'on a vu dans le premier exemple, dans 10 à 20% des cas. La moelle osseuse, au niveau de cette moelle, on va vérifier tout simplement si on a une atteinte leucémique ou pas. Au cas où on a plus de 25% de lymphoblastes qui sont présents, c'est le diagnostic de leucémie lymphoïde aiguë de phénotype B. Cytologiquement, des lymphoblastes
qui sont en train de proliférer vont présenter une taille qui est petite à moyenne, avec un cytoplasme qui est minime. Les noyaux sont dotés d'une chromatine qui est poussiéreuse, qui est fine, avec cette différenciation entre les L1, ça veut dire de petite taille sans nucléole qui est visible, ou L2, ça veut dire la taille moyenne avec les nucléoles qui sont proéminents. Immunohistochimiquement, il faut savoir qu'elle est moins sensible par rapport à la cytométrie en flux. Et puis, on a deux grands types de marqueurs. Il y a les marqueurs B qui comprennent le CD10, le CD19, le CD22, le CD79A, ainsi que le PAC5. Il faut savoir que le CD20 n'est positif que dans 30 à 40% des cas. Et les marqueurs, en deuxième lieu, d'immaturité qui comprennent le TDT, le CD34, le CD99 également, il faut faire attention à ce marqueur lorsqu'il est positif. Et puis, on a également un marquage ou bien une présence de l'IgM au niveau cytoplasmique. Le Ki67, c'est le reflet d'une activité importante sur le point de vue de mitose. Il est haut et atteint entre 50 à 95% des cas. Récapitulation des différents éléments clés pour le diagnostic, ou bien au moins pour orienter vers ce diagnostic. L'épidémio, rappelez-vous de l'âge avec la médiane d'âge de 20 ans. Les cellules, elles doivent être de petite taille ou bien de taille moyenne. Les deux possibilités existent. La chromatine, elle doit être fine. Et on parle alors d'un aspect qui est blastique. La file indienne, ça ne s'observe pas uniquement dans les cas de carcinome lobulaire. Et puis la haute activité mitotique. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.